culturel et écologique qui en dit long sur le développement touristique de ce bout de côte. Autre exemple, à Hurghada, la Mecque de la plongée sous-marine. Des centaines de bateaux stationnent au large pour déverser des hordes de touristes dans les filets du tuba business. Imaginez millions de plongeurs amateurs. Même de ce commerce sous-marin, des plus juteux. Sans éviter pour autant les dégâts collatéraux. Pour la plupart, c'est leur première plongée, ils sont sous le coup de l'émotion, ils ont peur ou ils sont très excités. Alors ils font des gestes maladroits et provoquent des dégâts sur les coraux et les récifs. Mais il y a aussi beaucoup de plongeurs confirmés qui viennent ici parce que les fonds d'Hurghada restent malgré tout parmi les plus beaux de la mer Rouge. Des lieux nous dévoilent les merveilles qui continuent d'attirer ici les passionnés de fish watching. Pour tenter de limiter les dégâts occasionnés par la plongée de masse, il y a l'EPCA, l'association de protection de l'environnement d'Hurghada. Une ONG unique en son genre en Égypte, qui en quelques années a installé quelques 1200 bouées d'amarrage pour mettre fin aux encres. Reste conscient des menaces qui planent sur l'une des mers les plus fragiles de la planète. Le développement intensif se poursuit tout au long de la côte, et ce malgré les excès du passé. La pression sur les ressources reste très importante avec la plongée de masse, la pêche clandestine, mais aussi la surpêche. Et enfin, les risques de pollution constituent un danger non négligeable pour la mer Rouge. Sur les conseils du professeur Hanafi, nous nous rendons justement au pied des plateformes pétrolières de Ras Gharib, à quelques kilomètres d'Hurghada. Une zone industrielle où l'or noir de la mer Rouge souille allègrement le sable blanc de la plage. Un peu à l'écart de la route, nous prenons la direction du désert pour pousser la porte d'un autre monde, celui des moines du monastère Saint-Paul. L'instant est magique. Le soleil traîne encore un peu avant de disparaître et on le comprend devant la beauté de ce sanctuaire copte du IVe siècle, perché dans les montagnes. Né à Alexandrie, Saint Paul aurait vécu 90 ans au creux d'une cave qui abrite toujours les reliques du saint homme. 90 ans, ça conserve hein, de vivre auprès de Dieu là. Il buvait l'eau d'une source et se nourrissait de dattes. Puis tous les jours, au crépuscule, un corbeau arrivait qui lui apportait une moitié de pain. Et il s'était tressé un habit d'écorce de palmier. C'est saint Antoine qui a trouvé le corps de saint Paul accroupi et qui a compris qu'il était mort en priant.
Et le père Discorios nous invite à visiter cette source, sans laquelle le vieil ermite et ses successeurs n'auraient jamais pu vivre dans ce désert de pierre. Et quand on interroge notre hôte sur la fièvre immobilière qui se répand au pied de ce lieu si paisible et éternel, Je ne crois pas que la construction galopante qui dévore la côte nous atteindra avant 25 ou 30 ans, d'autant que nous sommes à 12 km de la route qui longe la mer. J'espère juste que notre monastère et la vallée qui l'entoure seront classés en espace protégé pour que nous puissions rester au calme pour toujours. Saint Paul, priez pour eux. Pour fuir la foule d'Hurghada et ses récifs sous-marins surpeuplés, nous filons toujours plus au sud en direction de Marsa Alam. Déjà, quelques constructions annoncent qu'ici aussi, le développement touristique est en marche. Mais sur cette portion des côtes de la mer Rouge, le désert reste encore maître des lieux. Le Red Sea Diving Safari est le tout premier centre de plongée à s'être installé dans la région. Et l'un de ceux qui tentent de concilier business et respect de l'environnement. Lorsqu'il évoque ses premiers pas sur ce bout de côte il y a plus de 30 ans, Hossam Elmi, son fondateur, dit volontiers qu'il se croyait tomber sur la Lune. Hossam a eu 2 vies dans sa vie. La première, comme garde du corps d'Anwar el-Sadat. Avec ses voyages officiels, ses hôtels sur les côtes de Marsa Alam, Hossam a découvert la plongée et décidé de créer le Red Sea Diving, à une époque où l'on ne parlait pas encore de développement durable. Depuis, le centre de plongée travaille main dans la main avec les associations de protection de la mer Rouge. Des scientifiques accompagnent bon nombre des plongées qu'il organise. Et surtout, il est à l'origine de la création du parc de Samadai. À quelques milles au large, un lagon en forme de croissant de lune sert de garde-manger et de reposoir à une colonie de dauphins à bec. Il y a quelques années, cet abri naturel s'était transformé en un véritable parc d'attractions. En 2003, il y a eu une explosion de touristes ici pour visiter ce qu'on appelait plus Samadai, mais la maison des dauphins. Il y avait plus de 800 sauvages tous les jours qui pourchassaient les dauphins pour essayer de les toucher et ils prélevaient des coraux. C'était des comportements irresponsables. Les dauphins étaient très perturbés, ils ne se sentaient plus chez eux. Alors nous nous sommes réunis à... L'accès à Samadai est aujourd'hui strictement réglementé. Le nombre de visiteurs limité à 100 par jour et la baignade autorisée dans une zone bien précise. Quand on est avec eux dans l'eau, et notamment quand on leur ressemble en nageant avec un monopalme, un peu comme eux, quoi, il y a un moment donné où ils vont se caler un peu sur nous, ou nous on va se caler sur eux. Rien, on sent plus le froid, plus la fatigue, on est vraiment dans l'instant présent. Et ça, ce sont des moments qui sont assez forts. Mais Frédéric Chotard sait bien que ce privilège ne peut se concevoir que pour quelques-uns. Et qu'il faut parfois, comme ici à Samadai, limiter la liberté des hommes pour protéger celle des dauphins. Quand vous imaginez qu'on va rencontrer une espèce aussi différente que... Il nous entraîne dans la visite de son site de plongée favori. Un étrange labyrinthe de corail où se cachent quelques-uns des secrets de la mer Rouge.
savez, la goéland.